Salut tout le monde, comment ça va et bienvenue dans ce deuxième épisode du NBA Week Pass. Comment ça va Simon? Ça va, un peu enrhumé, mais ça va, on est là. Un peu enrhumé? Un petit peu. Comment s'est passée ta semaine avant qu'on parle de celle de la NBA? Bah écoute, rapide, une bonne partie de la semaine à lire tous vos commentaires, là, ça m'a occupé Ouais. jusque quasiment mercredi, tellement il y en avait. Bah c'est sûr que là on a tout regardé évidemment après le lancement d'une émission et du coup on veut vraiment vous remercier pour Oui. ces retours. Je sais toujours pas faire des cœurs avec des doigts, mais le cœur y est, justement. Ouais, je me suis trompé en plus moi sur le cœur de la semaine dernière, j'ai pas mis, je sais plus lequel doigt c'est vraiment, c'est vraiment pas notre force. Non. Mais en tout cas merci vraiment pour les compliments, mais bien sûr aussi pour les critiques constructives. On va déjà ça, intégrer quelques petits éléments à l'émission d'aujourd'hui. Oui, les retours, les feedbacks, vous allez voir, on va pas tout changer chaque semaine, mais on lit, on prend des notes, on se fait un petit fichier de côté où on garde, on verra. Voilà, l'émission est encore en construction, mais surtout on est content qu'elle elle vous a plu apparemment, et on espère que cette deuxième aussi, Robin. Et oui, on revient pour une deuxième avec une semaine très chargée. Du coup, je te Oui. propose qu'on commence directement avec les news. Ouais. Tout de suite, les news de la semaine, le petit bandeau qui s'affiche. Voilà, parce qu'il y Ouais. a toujours cette magnifique production, ce générique, et puis cette DA par le MVP, Le Léon. MVP Léon, merci. J'arrête de tenter les cœurs avec toi. Merci à lui en tout cas. Et cette semaine, les news, quand on fait une émission hebdomadaire où on revient sur les news de la semaine, malheureusement, il faut aussi traiter des plus compliqués. Oui. Et, en début Bon, on s'est dit autant en parler tout de suite. Ouais, c'est ça, autant en parler tout de suite. Au début de semaine, il y a eu ce match annulé entre les Wolves et les Warriors après la mort d'Alex Pretty suite à une intervention de la ICE, le service de l'immigration et des douanes des États-Unis. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a vu que les Français, Victor Wembanyama et Gershon Yabusele, ont réagi rapidement. On peut voir ici la déclaration de Victor Wembanyama. Je ne sais pas si tu veux la lire ou en Ouais, parler. je pense que tout le monde l'a lu, mais c'est vrai que ce qu'on a retenu aussi, c'est qu'il explique que lui il voulait pas être politiquement correct ou se taire, Ouais. malgré, on va dire, enfin pas malgré, mais avec les pillards qui avaient certainement une réponse un peu plus tiède, etc. Wemby, lui, il a assumé ses convictions là-dessus. Ce qui a noté aussi, c'est quand même que globalement, après le match à Minnesota est donc annulé, et on a vu quand même que Tyrese Haliburton notamment s'exprimait vite, etc. Mais que Ouais. c'était peut-être encore un peu chaud pour Ouais. qu'il y ait des réactions tout de suite. Et il y a peut-être eu moins de réactions que ce que certains pouvaient attendre. C'est Mais ça. Mais là, en tout cas, on a eu Gershon Yabusele aussi. Et les Français, qui a du été, coup, ouais. très efficace. Très efficace, non, mais qui a été tout de suite dans le vif du sujet en disant voilà, même si je suis français, puisque du coup je suis pas américain, etc., mais je peux pas rester silencieux. Il a mis les choses sur la table. Il y a eu comme ça quelques réactions, mais c'est vrai que la semaine a été marquée entre guillemets par cet incident qui fait un peu écho, même si c'est des histoires, des faits totalement différents, mais ça rappelle un petit peu ce qu'on a connu au moment de Black Lives Matter ou des choses comme ça. Et c'est vrai que là, l'engagement avait été, il y avait jusque des t-shirts, mais c'était aussi la bulle, etc. On va voir. Là, malheureusement, les événements font que dans le Minnesota, il y a eu un peu une accumulation aussi. Donc c'est très concentré dans le Minnesota. En tout cas, cette semaine, on a aussi vu des réactions de Brianna Stewart ou Larry Nance Jr. Aussi pour ceux qui veulent peut-être creuser un peu plus, voir d'autres réactions en tout cas. Et nous, on va passer sur des news un petit peu plus liées au parquet. On va dire plus normal, entre guillemets, parce que cet événement, on l'espère, est quand même resté une énorme anomalie et un drame. Enfin bref, voilà. Dans les news plus normales, Robin. Ouais, on a Steven Adams, malheureusement, qui a été opéré de la cheville. Et fin de saison, donc. Ouais, fin de saison pour les Rockets. Pour le pivot, des Rockets. Ouais. Qui vraiment... je trouve qu'il était hyper fondamental dans le jeu de Houston pour le côté rebond offensif, venir jouer soit à la place de Sengun, soit à côté et tout, et on va voir comment ils font sans lui maintenant. C'est ça. Dans les hauteurs de l'Ouest, on a aussi vu Aaron Gordon, Ouais. retour à l'infirmerie pour 4 à 6 semaines. Il a repris trop tôt apparemment, il a été touché aux ischio-jambiers. Ouais, et puis on sait que ça, c'est des blessures sujettes à rechute. Moi, j'avoue que je trouve qu'une grande partie des playoffs et donc de la saison et donc peut-être même du titre, Robin, se joue un peu dans les ischio-jambiers, la cuisse, on va dire, la jambe d'Aaron Gordon. Sauf qu'il y a presque le destin, je vais pas jusqu'à dire Aaron Gordon est là pendant les playoffs, Denver gagnera, mais si Aaron Gordon, si ça fait le galérer toute la saison, attention pour Denver, essayer de reconquérir le titre et tout, sans Aaron Gordon, compliqué. Ça s'entend parfaitement encore plus parce que la saison dernière, on s'en souvient, pendant les playoffs, il avait été exceptionnel, Incroyable. Limite. Mais d'ailleurs, c'est peut-être là aussi c'était qu'il a aggravé sa blessure. C'est sûr, mais c'était vraiment un des meilleurs joueurs, même pas que des Nuggets, en fait, de tous les playoffs. Oui, Il oui. enchaînait, je sais pas si vous vous souvenez, mais les game winners, les buzzer beaters, etc. C'était assez impressionnant. Ouais. Et donc, il nous a fait grand plaisir. On espère qu'il pourra revenir sur les parquets un peu comme
progressivement tous les joueurs des Nuggets qui quand même C'est vrai que la saison enchaînent, des Nuggets et ils tiennent le cap. Faut big up à Adelman et tout et aux joueurs parce que on a Jamal vu Peyton Murray. Watson qui est limite MIP là, All-Star, c'est n'importe quoi, mais ils tiennent la barque alors qu'ils sont pas épargnés par les blessures. hein. Kawhi, il avait été élu joueur de la semaine. Donc ouais, bravo aux Nuggets. On va avoir une belle fin de saison à l'Ouest, mais malheureusement pendant un petit moment, sans Steven Adams jusqu'à la fin, Ouais. sans Aaron Gordon pour 4 à 6 4 semaines. à 6 semaines quand même, c'est long. hein. C'est ça. Donc les Nuggets, on voit que le Thunder est un peu moins en confiance. C'est vrai que le Il faut- Thunder aussi a des blessés. Jalen Williams qui a pas vraiment commencé sa saison en fait. Il a joué un petit moment avant Ouais. de repartir, mais en tout cas, on n'est pas au top en ce moment. Mais, Ok. mais si c'est pour que tout ce beau monde arrive en playoff en pleine forme, on prend. Oui. Et j'ai envie de dire. Après, D'autres news, toutes Robin ces blessures, ouais, peut-être un événement un peu plus joyeux. Enfin, ça dépend pour Ouais. qui. Est-ce Ouais. que tu sais quel anniversaire on fête le lundi? Avec la trade. Ah, le trade de Lucas. Exactement. Le trade de Luka Doncic va avoir un an ce Un an lundi. déjà. Je disais plus joyeux, ça dépend. Désolé aux fans des Mavericks, même un an après, ça pique toujours un peu forcément. Moi, je voulais simplement te demander comment tu l'avais vécu ce trade. Je sais pas si tu t'es déjà exprimé dessus sur ta Si, journée. je crois, mais ça arrive très tôt et dans mon souvenir, c'était un dimanche matin. Mm. Et je crois, je vais être honnête, que c'est ma compagne parce qu'elle suit quelques trucs NBA et elle me dit putain, il y a. Pardon pour la vulgarité, mais apparemment, il y a Doncic aux Lakers, quoi. Ouais. Et je reprends le fil comme ça, et je suis encore dans le moment où il y a la stupéfaction et le côté peut-être que Shams s'est fait hacker. Hmm. Donc je suis un peu, je sais plus l'horaire exact. C'était vers 6h du matin. Ouais, et donc je dois émerger à 8h, tu vois. Et après, la sidération, vraiment totale. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'a intellectuellement fasciné pendant vraiment plusieurs semaines avec, je sais pas, le côté presque enquête, mais tu sais, est-ce que c'est Dumont qui fait mentir, qui utilise Harrison et qui en fait Harrison ment, ou est-ce que Kidd est au courant? Il y avait toute une espèce d'imbroglio, c'était digne d'un épisode policier là, à savoir qui a dit quoi, machin. Clairement. Ça m'a fasciné. Et dernière remarque là-dessus, avant de te demander toi, Robin, comment tu l'as vécu. Aujourd'hui, ça fait donc un an. Non, d'abord, comment tu l'as vécu finalement? Moi, c'est très marrant en vrai, l'anecdote. J'étais en soirée, c'était un samedi soir du coup, avec des amis, mais notamment Julien, que vous avez vu pendant les Jeux Olympiques, un ancien stagiaire de Trash Talk que j'embrasse très fort, et un ami surtout. Et Ça me donne pour l'occasion de m'entraîner en faisant. pour ceux qui ne se souviennent pas, notamment fan de Pim's à l'orange et autres pizzas hawaïennes. Personne ça, c'est n'est autre chose. parfait. Mais en tout cas, il a des meilleurs goûts basketballistiques que gastronomiques. Et il est toujours très bon sur les jeunes joueurs, mais vraiment très bon. Et pourquoi je vais là-dessus? C'est parce qu'il était en train de me faire l'éloge de Aaron Wiggins. Alors aujourd'hui, ça paraît logique, mais Ouais. quand vous vous replongez il y a un an, il n'avait pas encore fait toutes ses performances. D'accord. On avait vu à quel point il était fiable sur le banc du Thunder. On commençait à voir évidemment les premiers signes, mais on le savait pas. Et pourquoi je vous parle d'Aaron Wiggins, c'est qu'on en rigole, et moi je dis qu'il fait peut-être un petit peu un trop gros éloge. J'assume mon erreur. Et la soirée continue, et moi je rentre chez moi vers 5h du matin, et je regarde les scores, et je vois que Aaron Wiggins ce soir-là, il a mis 41 points il me semble, mais pile ce soir-là. Ah ouais, c'est marrant. Et du coup je rigole un petit peu, je m'endors. Je me réveille, premier message que je vois, c'est Julien qui écrit en capital, etc. Et il dit, faut que tu te réveilles, t'as vu cette folie? Incroyable. Et moi je réponds Aaron Wiggins, mais premier Ouais, degré. ouais, point ok. d'interrogation. Ah oui, parce que du coup, tu refais le lien avec ce que vous C'est êtes dit ça. en vrai, quoi. Ouais. Et du coup, il me répond par une insulte que je ne dirai pas à l'écran. Je vais sur Twitter et je pète un boulon. Et bah évidemment, du coup, j'ai travaillé tout dimanche avec tous les autres potes de la rédaction que j'embrasse également. Mais du coup, c'est un souvenir assez marqué. Très fort souvenir. Et puis je te par dis, cet moi, humour. surtout, franchement, pendant plusieurs jours, c'est pas que j'ai du mal à me concentrer, faut pas exagérer non plus, mais j'ai vraiment ça en tête. Et dès que j'ai un temps de cerveau disponible, c'est pour aller voir des articles. Enfin, je me suis vraiment abreuvé d'articles, essayer de comprendre. D'ailleurs, big up à l'équipe de Audimaf, parce qu'à ce moment-là, on a des discussions avec Quentin, notamment, très intéressantes là-dessus. Pour lui, en plus, il y a une espèce de sentimentalement, c'est terrible et tout. Et je parlais justement de ce podcast là sur les Mavericks en français, Audimaf. Je sais plus si c'était le dernier épisode où mais il revenait sur le trade aussi. Ouais. Et remarque pour finir là-dessus, assez judicieuse. En fait, Lucas, tu regardes la campagne de playoff l'an dernier, c'est pas terrible. Cette année, franchement, alors je dis pas qu'il est aussi perdant dans le trade, il est quand même aux Lakers, mais il a perdu un peu de temps avec ce trade et évidemment, ça n'a rien à voir avec Dallas parce que Anthony Davis, Kyrie s'est blessé, enfin, on sait, ça a explosé en vol. Heureusement, et on en reparlera peut-être d'ailleurs aujourd'hui, qu'ils ont eu le premier choix de draft. Peut-être qu'on en reparlera. Mais tu vois, il y a des petits indices. T'as vu Lucas par exemple, alors c'est pas l'image de la semaine, on en parlera plus tard, mais qui se trompe de vestiaire encore Oui, quand il oui, retourne à bien la. Il y a quelque chose de quand même assez. Ce trade est vraiment tellement bizarroïde, unique.
Avec le recul, je pense qu'on se rend compte, c'est vraiment un des plus gros trades de l'histoire de la ligue, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah, c'est ce que tu disais. Et puis pendant vraiment, t'as dit quelques jours, j'ai l'impression que pendant un mois, à chaque fois qu'on croisait un fan de NBA, on parlait que de ça. Quand on avait fait le Grand Rex, du coup, c'était même 2-3 mois après, les gens, j'ai l'impression que c'était quand même toujours le sujet principal. Dès qu'il y avait un maillot de Doncic, on lui faisait un câlin. Enfin, c'est incroyable. J'ai pas souvenir d'un autre trade qui est marqué autant dans la longueur. Mais tu vois, c'est fou parce que tu peux demander aux gens, comme dans des événements souvent assez dramatiques, ou en tout cas, comment dire, une sorte de déflagration, quelque chose qui change un peu le réel. Tu peux demander aux gens où ils étaient quand ils l'ont appris, et ils s'en rappellent en général. Ce qui est le cas des événements majeurs dans l'histoire, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Et ben, du coup, on fêtera tous ensemble l'anniversaire ce lundi sur les réseaux sociaux avec les meilleurs moments de Luka Doncic à Dallas. Et pour la news suivante, c'est une première recommandation qu'on avait vue dans les commentaires. On va montrer un petit peu le classement, les évolutions. Le classement de la semaine, et puis sur quoi on peut revenir. Bon, on va aller assez vite. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est le classement d'NBA.com. Donc normalement, il y a les 10 derniers matchs et la série en cours. La série en cours, non, c'est pas ici. Si, la streak est tout à droite. Tout à droite, autant pour moi. Voilà. Et du coup, c'est marrant parce que la semaine dernière, on parlait plutôt mal, entre guillemets, des Knicks et des Cavs. Ah bah ça va vite, la NBA. Bon, bah voilà, 4 victoires de suite, 5 victoires. Il y a Atlanta. Alors là, ils en ont perdu un, mais je crois qu'Atlanta aussi a fait un moment une petite série. Gagné quelques matchs, il me semble. Oui, il y a les Hornets qui sont sur 5 de suite. Et toi, t'es toujours dans le ventre mou. Ouais, mais justement, les Hornets, ils me font peur parce que là, pour moi, t'as les 4 équipes un petit peu. Je voulais prendre que ces 4 là. Bon, j'y arriverai pas. Les 4 équipes reines du play-in, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'on voit les mêmes affiches. Donc les Hornets commencent à me faire peur. Ils vont peut-être venir troubler l'ordre établi. Et à l'ouest, on a les Clippers. C'est les Clippers qui sont remontés dans le play-in. Ça, je t'avoue que j'y aurais jamais cru. Tellement ils partaient de bas. Et ces idiots là, ils ont profité aussi de la faiblesse quand même autour d'eux, des Kings, des Jazz, Dallas qui est irrégulier, les Grizzlies. Et en plus de remonter, ils ont mis un vrai écart avec les équipes derrière. On peut presque se demander est-ce qu'on n'a pas déjà les 10 équipes à l'ouest. Enfin, je sais pas si toi, peut-être Dallas qui pourrait remonter un petit peu. Dallas peut peut-être éventuellement remonter, mais il faut que quelqu'un sorte maintenant. Ça va être... Alors on va voir la trade deadline, on va voir les blessures. Et big up à Phoenix quand même, parce qu'en l'absence de Jalen Green de nouveau, qui lui aussi un peu, comme ce que je disais tout à l'heure sur Jalen Williams, n'a pas vraiment commencé sa saison. Et c'est Booker aussi qui s'est fait bobo, alors même si c'est moins grave que prévu. Ils gagnent des matchs. Et ils ont gagné là, cette nuit d'ailleurs, ils ont gagné Détroit. Hein. Ouais, non mais ils sont toujours là, ils sont très forts, ils sont réguliers. Ils tiennent dans cette jungle de l'Ouest. Ils ont toujours été 6-7, il y a des équipes qui montent, qui descendent autour d'eux, mais eux ils gardent ce cap et cette manière de jouer impressionnante. Il y a les Wolves que je veux aussi mentionner qui sont sur 3 victoires de suite. Ouais, ça va mieux. Puis, en gros, ils sont bien à défendre, ce que j'ai compris. Ils sont bien à défendre, ils regagnent des matchs. C'est ça, bon. Parfois c'est simple. Après ils sont en 5-5 sur les 10 derniers, c'est pas non plus extraordinaire, non, mais ça regagne un peu du terrain et ils peuvent regarder le podium en tout cas. Ok. La dernière news classique de la semaine, on va partir sur le Rising Stars Challenge. On a vu les sélections et même les équipes. Ça tombe bien que c'est cette photo des deux enceintes du tiers d'ailleurs. Je pense qu'on va en reparler encore comprendre. Je sais pas. C'est bien possible. Alors, ça c'est la draft. Donc il y a Team Melo, Team Vince, Team T-Mac et Team Austin Reeves qui a les mecs de G-League en gros. Exactement. Ils se sont répartis les rookies et les sophomores. Mais Robin, je veux bien que tu scrolles un peu vers le bas, parce qu'en fait, ce qui est plus intéressant, le visuel est sympa, ce qui est plus intéressant, donc ça, c'est les équipes, voilà. Mais c'est, moi, je suis un peu taquin, c'est la draft, parce qu'en fait, on sait dans quel ordre ils ont pioché. D'accord. Alors, je sais que tu savais pas que tu l'avais pas vu. Il y a une certaine logique, je trouve, mais est-ce que là, comme ça, tu vois Bouzelis qui est que 10ème, ça t'énerve? Je trouve ça normal. C'est le passage Bouzelis-Sar, 10-11 qui paraît un peu bas, Jay Mitchell, 14. Bon, après, c'est une draft de Rising Stars, non, on va pas crier. Moi j'aime bien, les joueurs prennent, je te jure que les mecs, pas tous, hein, mais les mecs vont prendre ça personnellement. Genre est-ce que Jalen Wells va dire d'accord, je suis le dernier, je suis pris après Cam Spencer, donc en fait je vais foutre 40 points. Ouais, non, mais juste pour vous prouver que, tu vois. Ce serait sympa qu'ils le prennent comme ça, même. Vous voyez, Colin Murray-Boyles, il est avec Donovan Clingan en bas, ça peut s'entendre. Jalen Tyson qui fait des matchs incroyables en ce moment, choisi par T-Mac assez tard. Non, oui, il y a une logique. C'est juste, en effet, le 10e, 11e, où ça pourrait être plus haut, et encore Bouzelis. Je suis surpris peut-être que Kelly Ware soit le premier pivot largement au-dessus d'Alex Orr, mais bon, c'est. Encore une fois, je ne vais pas créer au scandale. Moi, je me permets juste d'ajouter un truc. Les 3 premiers sont des rookies. C'est vrai, c'est ceux qui marquent depuis le début, même les 4 premiers. Oui, même les 4 premiers, tu as raison. Ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est ce qui marque le plus les gens qui suivent, souvent les sophomores. On peut se dire, est-ce qu'ils vont un peu moins s'investir? C'est vrai, dans cet événement. Et puis. On a une cuvée de rookie assez exceptionnelle. Ouais, on se régale depuis le début. Et encore une fois, est-ce qu'on va en reparler? Ça peut être un fil rouge de l'émission. Ça va être un fil rouge. Hop. Mais du coup, après toutes ces news, on a quoi ensuite? On a l'image de la semaine, comme chaque semaine. Et cette semaine, elle est très simple, elle est très efficace.
LeBron James qui pleurait après sa vidéo hommage des Cavaliers. La seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce que c'était son dernier match à Cleveland? Est-ce que toi tu l'envisages comment? Non. Je pense que non. J'ai du mal. En fait, si vraiment c'était son dernier match à Cleveland, là, comme ça, j'ai du mal à me dire. Bon, il y avait un hommage, tout ça et tout, mais je sais pas, vu la grandeur de LeBron et puis aussi sa façon de communiquer, on va dire ça comme ça, j'ai du mal à me dire que c'était ça le dernier match, en fait, et qu'il y aura pas plus. Que j'ai du mal à imaginer que sa dernière saison, il l'annonce pas très clairement en début de saison et qu'il y a tout le pataquès qui va avec, quoi. Ouais, en plus, la performance en elle-même était absolument cataclysmique. Bon, c'est pas le plus important, évidemment, hein, mais je crois que c'est 11 points, 3 sur 10 au tir, 6 pertes de balles. Donc on lui souhaite qu'il puisse revenir sous un nouveau jour, peut-être un nouveau maillot. Ouais. Bah, c'est pour ça, moi, le dernier match à Cleveland, si je prends le pari, mais tu sais que j'ai fait cette hot take. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura un paquet de matchs encore à Cleveland. Parce qu'en fait. 41 à peu près. Ouais, peut-être pas tous, mais. Oui. On est loin d'avoir vu le dernier match de LeBron à Cleveland, selon ma hot take. Enfin bref, pour ceux qui n'ont pas le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il va boucler la boucle en faisant une dernière saison aux Cavs. D'ailleurs, il y a quand même la rumeur est un peu sortie, et il y a eu aussi, alors c'est ESPN dans un amas d'infos un peu Dallas là, enfin Dallas, soap opéra, la famille Buss, LeBron et tout, mais les signaux montrent quand même que ça, par contre, Robin, je pense que tu vas me rejoindre, il va pas signer aux Lakers, ça paraît compliqué là. Là, j'ai l'impression qu'en effet, l'article de Gianni Buss, il y a même des grandes têtes qui se sont exprimées dans ce sens-là. Charles Barkley, on sait qu'il n'a pas toujours raison forcément, mais là, il l'a dit avec une certaine certitude, justement. Il a vraiment dit noir sur blanc, j'allais dire, ça ne se dit pas évidemment, mais en antenne que LeBron James ne rejouerait pas aux Lakers, qu'il partirait. Il n'a pas précisé que ce serait à Cleveland la saison prochaine, mais du coup, toutes les voix commencent à aller dans ce sens-là. J'ai l'impression, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec ta hot take, moi, globalement. J'ai l'impression qu'il reviendra à Cleveland. Là, J'ai du mal à le voir. En fait, s'il bouge et qu'il est plus aux Lakers, ou alors c'est carrément un délire, mais il y avait des bruits, là, genre une réunion de superstars avec Giannis et Curry aux Warriors, mais je trouverais ça étrange. Miami, je vois pas. Il va pas retourner chez tonton Riley. Enfin, Cleveland paraît très logique. C'est bien possible. Enfin, pour conclure ces news, la stat de la semaine. Ouais, évidemment. Alors, c'est là où on reparle. C'est là où on reparle non seulement de Cooper Flag, mais aussi de Knuckle. La stat, s'il faut retenir un chiffre, bah, c'est 49 points parce que c'est tout simplement le. Knuckle en met 34. Cooper met 49 points, ce qui est quand même. Non, la vraie stat, en fait, tu sais quoi, je vais le tourner comme ça pourrait être 83 points. Puisqu'à eux deux, 34 et 49, c'est le plus de points marqués par deux rookies dans un match depuis plus de 50 ans. Et en gros, la préhistoire, même moi, j'étais pas là. Alex non plus. C'était Nate Robinson et Maravich. Bon, bref, on sait pas. Mais voilà. Et en gros, un duel. Moi, je voulais revenir sur ce match qui a eu lieu l'année dernière. Un match incroyable. Et c'est particulier. C'était au départ le retrait de maillot de Mark Aguirre. D'accord. Ouais. Donc ancienne star des Mavs qui était parti un peu fâché aux Pistons et du coup son retrait de maillot s'était pas fait. Et ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui détenait, coïncidence, la vie est parfois bien faite, le record de points pour un rookie des Mavs avec 44. Ok. Donc tu vois, il y a un côté. Ça se passe souvent à Dallas. Ouais. Et du coup, donc dans la soirée d'hommage, on va dire à Mark Aguirre, c'était aussi le premier duel en pro des deux anciens colocs de Duke. Ok, oui, bien sûr. Cooper Flag et Knuckle. Et franchement, ils ont régalé. C'était exceptionnel. Là, on voit qu'il y a Nicolas qui pose la question, est-ce que c'était le duel de rookie le plus fou de l'histoire NBA? Je sais pas. Moi, ce qui me fait rire un petit peu, c'est que je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que le match, il est un peu à l'image de leur course au rookie de l'année jusque-là. Dans le sens où t'as Con Knuppel qui a commencé super fort pour ceux qui ont vu le match. 4 paniers à 3 points. Mais c'est un peu première mi-temps, surtout Knuppel. Deuxième. Premier quart-temps plutôt, parce que dès le deuxième, t'as Cooper Flag qui arrive avec 23 points, à 8 sur 9 au tir, je crois, ou quelque chose comme ça. Dans le troisième, pareil, il continue sa marche en avant. En tout cas, il se replace et à la fin, il s'échange quelques paniers. Dans le moment important, tu as cet énorme tir de Cooper Flag pour revenir à égalité au-dessus de Moussa Diabaté. Eric Collins qui dit n'hésitez pas à le laisser prendre un shoot à 3 points. Bon, bah, bim, dans ta tête, Eric Collins. Exactement, la séquence est assez marrante. Mais, et puis je trouve ça aussi assez, entre guillemets, poétique que ce soit Con Knuppel qui fasse gagner après sur une faute de Cooper Flag. Ouais, il y a une prise à deux et que, justement un peu par Knuppel qui navigue entre deux, qui arrive à toucher la passe un peu désespérée de Cooper Flag. C'est Zion James, je crois, qui arrive au bord de la touche à la sauver. Et Knuppel va chercher les lancers sur Flag. Sur Flag, exactement. Et il gagne le match comme ça. Et donc, toi, ton truc, c'est que ça pourrait nous annoncer la course au rookie sur Con Knuppel coiffé d'un lancer Cooper Flag. Je sais pas si j'irai jusque-là. J'ai fait il y a 2 semaines sur le site un classement de rookie de l'année. Et moi, j'avais Cooper Flag juste au-dessus. Ouais. Mais
ce que ça rapporte, c'est que la plus grosse perf individuelle, celle dont on se souviendra, c'est Cooper Flag, qui a un peu le côté individuellement, c'est peut-être déjà le plus fort, même si Cotton Knuppel est exceptionnel vraiment. Mais il y a un côté où, dans les arguments des fans de Knuppel, et ce que je peux entendre, c'est à quel point les Hornets vont mieux depuis son arrivée, à quel point c'est presque. Enfin, dire le franchise player, c'est trop fort. Évidemment, il y a la Melo Ball. Non, mais tu sais que comment dire, il a un côté leader parce qu'il a beaucoup de sang-froid, il a une maturité qu'a pas la Melo. Et je trouve qu'ils réorientent le projet. Ils sont moins la Melo, les Hornets de la Melo Ball, quoi. C'est le nouveau visage d'une franchise qui va mieux. Et ça, c'est un argument qui peut être très fort dans cette course, même si souvent on ne prend pas en compte évidemment les résultats collectifs. Je trouve ça poétique que Knuppel gagne ce match, pas forcément justement parce que Knuppel va coiffer au poteau Flag, mais parce que justement je trouve que ça résume tous les argumentaires qu'on peut faire depuis le début de saison. Et un Cooper Flag quand même qui a été... physiquement, je sais pas, je voulais te demander, je sais pas si c'est par rapport aux 5 majeurs d'Hornets où on a un Moussa Diabaté qui est grand mais assez longiligne, où on a assez mince, élancé, la Melo Ball est tout tracé, il y a presque que des joueurs comme ça à part peut-être Miles Bridges, mais en fait quand tu regardes le match en termes de carrure, tu vois que Cooper Flag. Et tu dis pour un rookie, c'est physiquement, c'est vrai que le premier truc à dire sur Flag qu'on oublie de dire en fait, c'est que c'est un monstre, c'est une force de la nature. Donc 6-9, donc je sais pas, 2-6, 2-7. Ouais, un truc comme ça. Et il est loin d'être fin et maigre, il est déjà et il a 19 ans quoi, ça va être et il a une aisance. Écoute, moi j'avoue que je suis en train de devenir c'est une sorte de néologisme, un Flag X. Ok. On peut se dire un Cooper X, un Flag X, un porteur de Ah oui, à la délégation non, pas du tout, tu vois, je suis fasciné par Cooper Flag. Parce que il a une aisance à se déplacer parce qu'il joue quand même face au cercle. Comme finalement un arrière ailier, moi il me fait beaucoup penser à Grant Hill, il y a un peu de Tatum aussi, les ailiers ducs quoi, de toute façon je trouve qu'il est vraiment dans la lignée. Mais tu vois, il va où il veut, il a ses spots, mais ses spots c'est pour aller chercher des shoots à une main, mi-runner, mi-flotteur, il fait vachement ça. Il utilise beaucoup sa main gauche aussi, et il est bon avec, contre le carreau, tout ça. Et t'as l'impression qu'en fait là c'est que le début. Et qu'il y a encore, en même temps tu vois ça, tu vois les lectures de jeu et tu vois encore qu'il y a plein de choses. Il a pas de vrai shoot, tu sais, où un peu à la Booker par exemple, sortie de drill, je m'arrête, les deux appuis bien calés, je monte, ça il a pas un petit peu mais en déséquilibre. 3 points, c'est pas pour rien qu'Eric Collis l'a chambré, on n'y est pas encore, enfin voilà. Et tu te dis déjà, mais en fait là il est dans les ailiers les plus enfin les mecs arrivent pas à l'arrêter, ils arrivent pas à l'empêcher d'aller au cercle. Ils n'arrivent pas physiquement. Et puis il y a des Thomas, comme tu disais, sur tous les Hornets, là, il y en a un quand même assez monstrueux encore dans le match où il part à droite et tout. Il est fascinant. Je reviens un peu sur les stats, juste Robin, pour enchaîner, mais il fait quand même. Donc, attends, il fait 49 points, 10 rebonds. Hein. Et je crois que dans le détail, je sais plus, mais il me semble que c'est 20 sur 29 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 6 sur 6 au lancer, 3 passes 5 contre. Il y a un côté Scottie Pippenesque, presque LeBron est d'une efficacité qui est quand même. Il a pas 20 ans. Il est extraordinairement propre, tout simplement. Franchement, c'est comme tu le disais, ils n'arrivent pas à l'arrêter alors que c'est déjà le plan A. Enfin, quand tu joues contre les Mavs, pardon. La première consigne, c'est arrêtez-moi ce type-là. Et clairement, personne n'y arrive, comme tu le disais. Non, mais soit tu mets un mec de son gabarit, en fait, il va trop vite, il a trop un bon dribble, il va crosser une fois, 2 fois, il aura l'angle. Soit tu mets des mecs plus petits, il les bully déjà. Physiquement, c'est un match-up ingérable pour beaucoup de monde en NBA, je pense. Et ça va durer des années. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment un premier point de vue de qu'est-ce que ça peut donner dans 3 cadrans. Là, le match qu'on a vu, on avait vu 42 points plus tôt dans la saison. Mais là, comme je disais, en termes de domination physique, c'était encore plus impressionnant. Moi, j'ai vu les 2 matchs et celui-là, je vous invite à regarder ce Hornets Mavs, match hyper plaisant. Exactement. En plus, la salle est toute verte là parce qu'il y a l'hommage. Machin. Moi, j'aime bien le Green Gang là. J'aime bien le Green Gang Dallas là. Il y a un truc qui marche. Qu'est-ce que je voulais dire moi juste encore là-dessus, un dernier truc, c'est peut-être parce qu'on a parlé là de Cooper Flag, Con Knuppel aussi, etc. Pour la course au rookie de l'année, finissons comme ça. Ils sont quand même. Alors, Edgecombe est un peu un chouchou de tout le monde, mais ils sont tous les deux, on est d'accord. C'est le 1 et 2. Et il y a course pour toi ou parce que Cooper Flag est le futur aussi de Team USA, tout ça, la NBA, les votants, tout ça, il y a une sorte d'argument d'autorité, il faut que ce soit Cooper Flag. Pour moi, il y a clairement course pour l'instant. Pour moi, ça se joue à rien quand on regarde les statistiques, c'est tout près. Les bilans d'équipe, même si je disais tout à l'heure que les Hornets, comme ils partent de plus bas, ça donne encore plus beau, mais les bilans d'équipe sont proches. Ce serait fou de dire qu'à ce moment-là de la saison, il y a déjà plus course. Mais j'ai l'impression qu'il y a le côté où c'est quand même Fly qui va le plus impressionner, qui va le plus impacter. Là, Anthony Davis, il est loin d'un retour NBA, donc il va avoir beaucoup de ballons. Je vois mal comment
dans 40 matchs, on parle, et Con Knuppel est encore vraiment proche de remporter l'award. Ouais, je comprends. Il s'en Ça sort, fait mais penser à la toute proportion gardée, mais un peu à la Melo LeBron. j'avais exactement la même Ah, image je en suis tête. désolé, Non, vas-y. Mais où en fait les deux cas se défendaient, mais évidemment fallait. J'aime pas dire ça parce que fallait, ça fait genre tout est scripté, mais LeBron l'emporte parce que finalement il y a ce que j'appellerais le sens de l'histoire. Et puis tu te dis aussi, si ça se trouve, j'adore Con Knuppel. Je sais pas où est le plafond parce qu'il arrête pas de me surprendre, hein, moi. Mais à culpa, mais à maxima culpa sur Con Knuppel. On est passé de je suis Dalton Knecht à en fait je suis déjà Klay Thompson en plus mobile et avec des meilleures lectures de jeu. Son shoot, j'adore son geste de shoot. Incroyable, Le ça bruit va. du filet. D'ailleurs, le match hier, tellement franchement, je vous aligné. le conseille pour ça. Il est esthétiquement déjà plaisant pour les couleurs, mais aussi j'ai remarqué il y a un nombre de bons shooters dans le match. Ouais. Et de switch et de trucs. Enfin, je sais pas, il y en a dans beaucoup. Ouais, Mais c'est qui vrai. est assez. C'est vrai. Parce que. Il y avait une bonne adresse. Surtout Knuppel. Knuppel, à un moment, il en met 3-4 de suite là, dans le troisième quart-temps. Le premier aussi. T'as Le premier, il en l'impression met que le déjà cercle, il est plus grand que la mer Rouge, là, que la mer Noire, que toutes les mers que vous voulez. Et les deux m'impressionnent, mais pour finir, Flag. On n'a pas été non plus, cette section en plus commence à être longue, vous inondez de stats, mais il est déjà à plusieurs matchs à plus de 40 points, à moins de 20 ans et tout. En gros, il y a lui, LeBron, il y a un peu Durant, et puis voilà quoi. Il est. En termes de teenager, on est vraiment tout en haut dans l'histoire de la NBA. Aidez-moi en commentaire, et toi aussi Robin, Ouais. pour la semaine prochaine. Je veux trouver le bon nom pour ce que je suis en train de devenir, c'est-à-dire, moi j'aime bien Flag X, Flag X. Ouais. mais ça sonne je sais pas, trouvez le bon mot en En fait, ça commentaire sonne s'il vous comme plaît, si tu ne aidez-moi. connaissais pas du tout Cooper Flag, tu vois. Bah un peu Footix, moi je suis resté là-dessus, tu Ouais. vois, Flag X, Footix, Hmm. ou un Cooperologue, un Cooperiste. Ça peut se Cooperiste, tenter. un peu pastoriste, Cooperix, Cooperiste. Un Sheldon Cooper. Non, je sais pas où je vais. Non, ouais, non. mais en commentaire, je suis sûr que quelqu'un va avoir le bon terme pour dire qu'en gros, Un je Coops. suis dans la team Cooper Flag. Quoi. Très bien. Et ben en attendant, on va se trouver un autre nom, et c'est le nom Ouais. du trophée de la semaine, Ah. de cette semaine, qui est, comme vous pouvez le voir, le trophée Cédric Doumbé. Oui. Faut que tu nous expliques un peu là, Robin. À quoi c'est lié? Parce qu'il y a eu pas mal de bagarres cette semaine sur les C'est vrai que terrains ça aurait d'NBA. pu être. C'est Ça aurait Fears pu et être. Dort qui se sont tapés dessus, qui ont Fears et été Dort, ils se suspendus. sont mis des belles J'ai l'impression que ça fait prunes. longtemps. Moi, peut-être pas. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu suspension pour bagarre, mais. Ouais, il y en a eu quelques-unes. Bah déjà. Mais là, Schroeder. c'était intense. Hein. Oui, ils y sont allés. Mais non, c'est pas du tout lié à la bagarre. C'est lié à un aspect plus au niveau du bois, au niveau du parquet, au niveau des échardes. C'est ça, je le dévoile. C'est pour Luka Ouais, Doncic. allez, peut-être. C'est pour Luka Doncic parce qu'il a. En fait, c'est le trophée Cédric Doumbé parce qu'il a justement évité de se faire une énorme blessure, mais il s'est quand même tordu la cheville, c'est ça, Robin? Il a eu un problème avec un parquet. Ouais. Voilà. Ouais, Le non, c'est ça Le marche. parquet des Cavs Ça marche. qui a en fait réapparu dans les débats, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il est un petit peu surélevé. Ouais. de quelques J'ai centimètres. trouvé 25 cm. 25 cm, ouais, c'est beaucoup quand même. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'image, Luka Doncic tente un step back et finit sur son dernier petit pas, vraiment sur Ouais, le le petit pas de sur le recul, là. rebord en fait, et il se tord totalement la cheville. Bah ça s'échappe parce qu'il y, Ça- il y a 25 cm donc ça ça se- s'échappe, il a le pied puis ça Ouais. s'échappe. Il est carrément revenu au vestiaire. Enfin, on a vraiment eu peur là-dessus, et ça a relancé les débats. Je sais que Oui, il JJ sort un Redick, peu, finalement il revient, mais sur le moment tu te dis ça se trouve en torse quoi. JJ Redick, il a parlé d'un problème vraiment dangereux en parlant du parquet des Cavs. Ouais, il dit Ouais. c'est clairement dangereux et il dit même je sais pas pourquoi c'est encore comme ça en fait vraiment. Mm. On fait des réclamations officielles tout ça et tout mais voilà il y a ce parquet ça change rien. Tu me disais, il y a Drew Smith qui avait eu Alors un souci il y a c'est quelques ça années. parce qu'il y a eu Drew Smith mais ça a fait moins parler parce que ce n'était entre guillemets c'est horrible de dire ça mais c'était pas une star donc c'était que Drew Smith mais Drew Smith lui en fait il essaye de contrer un 3 points. Et en fait, en faisant ça, il retombe sur une feuille de stats qui était pas loin, parce qu'en fait, c'est juste avant le banc. Il glisse sur la feuille, et en fait, en glissant, il se prend le dénivelé, Ouais, bien sûr. l'écart là. Et il se fait quand même entorse du genou, déchirure du ligament, fin de saison. Ah oui, quand même. S'il glisse juste sur la feuille de papier et qu'il n'y a pas le dénivelé, il se fait pas cette blessure. Non, bien sûr. Il y a eu ce précédent Drew Smith, Mhm. la NBA n'a pas bronché. Là, il y a Lucas, et on a appris ce matin, puisque nous, Ah, toi, c'est tu pas- sais- c'est eh ben, on a appris ce matin que la NBA allait se pencher sur le truc. Ah. Parce qu'ils se sont dit, mince, on a quand même. C'est pas, Drew Smith, c'est pas Lucas. Et Lucas, c'est pas Drew Smith. Ouais, Donc ça on a parle failli slovène, perdre c'est un Lucas. peu plus, Voilà. c'est un peu plus problématique. Non, et puis, honnêtement, on est mauvaise langue parce que c'est peut-être aussi l'accumulation. Bien sûr. Et ils avaient peut-être oublié, entre guillemets, Drew Smith. Là, franchement, Lucas, il passe pas loin de se faire la cheville. Ouais. Vraiment, hein. Bah, Allez voir les sur le images moment, et tout. j'ai été persuadé qu'il reviendrait pas dans le match déjà, et qu'il en avait pour quelques semaines. Et on a appris, je crois que c'est The Athletic la source, mais je veux pas dire de bêtises, que la NBA, elle est quand même se pencher sur le sujet parce que il va y avoir un autre drame à la Drew Smith et c'est ridicule cette histoire de. Alors, en gros, l'explication, parce qu'elle est quand même, Ouais. c'est qu'il y a du hockey sur glace dans la même salle et il y a des couches isolantes
Pour pas que ça glisse, pour pas ouais, que- j'imagine. Ouais. Mais ce qui explique Que que le la parquet est glace. surélevé, mais 25 cm, enfin, c'est évident qu'un mec va se faire hyper mal. Il faut vraiment qu'il remédie ça assez vite. Donc c'était ça le trophée Cédric Doumbé. Ça nous Ouais. permettait de parler un peu de cette histoire. Moi, je savais pas que, enfin, j'avais oublié. Tu savais toi que le parquet des Cavs était surélevé Non, comme ça non, j'ai pas du tout. Vraiment, quand j'étais devant le match, ça me l'a remis en lumière et du coup, on a pu retrouver justement ce président Drew Smith. Mais non, c'est impressionnant quand on voit l'image de côté. Ah Là, on peut ouais. pas vous la montrer, mais 25 cm, vous avez tous la mesure en tête. Mais quand tu le vois du côté de la salle, tu te dis c'est presque fou en fait qu'il n'y en ait pas eu d'autres avant. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a surtout marqué. J'ai appris aussi que aux Wizards à Washington, mais en fait, c'est surélevé après les premiers rangs. Ok. En fait, c'est plus, t'as le parquet Indal qui est surélevé par rapport au reste. Donc là, les joueurs, faut pas jusque-là. Mais Cleveland, quand tu vois le truc, tu te dis, mais c'est même. Franchement, c'est même un peu débile, quoi. Ouais, bah peut-être que c'est dur. On dirait les mauvais five là où tu vas te prendre le poteau si tu vas au lay-up, quoi. Non, c'est sûr. Peut-être que en termes d'architecture de salle, c'est compliqué parce qu'il faudrait reculer les premiers rangs, etc. Et c'est Ils vont quand se même pencher cool. sur le sujet. Ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est quand même cool quand les atmosphères sont proches du parquet comme ça. Mais bon, si c'est au détriment de la santé des joueurs, c'est quand même dommage. Et en parlant de santé de joueurs, Oui. on en profite. Oui, de parce que cette, l'occasion de ce trophée Cédric Doumbé, ouais. vous nous connaissez, on aime bien les. C'est pas vraiment un petit jeu, mais on s'est dit qu'on allait aller chercher des blessures un peu stupides Ouais. dans l'histoire du sport. Et il y en a un. voilà. Je sais qu'il y en a. Pour voir qui allait trouver la pépite là-dessus. Et je te propose peut-être de commencer. On en a 3 chacun. Bon, Ouais, c'est ça. c'est ça. Pour voir. Un peu en vrac. Vas-y, Vous allez voir vas-y, qu'il y a bien Robert, je plus t'écoute. stupide qu'un parquet surélevé. Moi, tu me le disais en off que tu étais un grand fan de sauce piquante et de chili. Ah oui, c'est vrai. J'ai trouvé un joueur qui partage ta passion. Il s'appelle Brett Barbery. C'était un joueur Brett Barbery. ouais, c'était un joueur de baseball Ah, c'est baseball, ça. Ouais. dans les années 90. Ok. Et en fait, il s'est cuisiné des nachos à la Ouais. sauce piquante. Voilà. Beaucoup de monde a fait ça. Et il s'est régalé, hein, vraiment. Il a fini Ouais. le plat, apparemment un vrai délice. Sauf qu'à la fin du repas, il a voulu remettre ses lentilles de contact Sans se laver les mains après la sans sauce se laver les mains avec la sauce piquante. Il y en avait encore plein. Brûlure de la rétine, un Ce match. qu'on appelle une anis cornée. Ah, quoi Cornet de l'œil. Enfin bref, non, j'ai tenté un jeu de mots. Ouais, voilà. D'accord, je l'ai. Mais en c'est- tout cas, un match loupé sur une brûlure de la rétine à cause des sauces Et piquantes. un sans seul nachos. match, il s'en tire pas si mal parce C'est que pas c'est mal, un hein. coup à. Alors je l'ai pas dans mes blessures squad, mais je crois que c'est Charles Barkley, mais c'est un peu une légende urbaine. Il y a un concert d'Eric Clapton qui se met de la lotion et pareil, j'ai plus Ah. le truc en tête et qui se brûle, voilà. Ok. Mais du tac au tac, ouais, Chili, ok. Comment tu réagis à cette blessure de Brett Barbery? Elle est bête, mais je crois que j'ai plus bête que toi. Allons-y. On va voir si on est dans la surenchère, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Tu connais Lionel, alors ça doit être Simmons puisqu'il y a 2 M. Lionel Simmons, J'ai jamais entendu parler. ok, ancien allié NBA, deuxième, enfin un haut choix de draft, etc. dans les années 90, tout début des années 90. Je Ok. crois qu'il a joué aux Kings d'ailleurs, je suis même à peu près sûr. Désolé pour lui. Et oh bah attends, tu vas pas finir d'être désolé. Il s'est fait plein de blessures dans sa carrière, D'accord. mais la première, enfin l'une des premières graves, c'est une tendinite. Alors, je vais t'aider un tout petit peu des 2 pouces. Ok. Est-ce que tu sais comment Lionel Simmons s'est fait une tendinite des 2 pouces? Bah, les pouces, ça me fait penser à quelqu'un qui appuierait sur un écran. Est-ce qu'il y a un lien? Il n'y avait pas d'iPhone à l'époque encore. Forcément. Et ben il a trop de sessions Game Boy et il s'est flingué les 2 pouces, tout simplement. Vraiment, je devais jouer à Tetris ou je sais pas quoi. Et il a D'accord. enchaîné, mais vraiment donc tendinite des 2 pouces, il a raté des matchs et tout parce que surenchère de Game Boy. Trop de Game Boy. C'est très fort. C'est très fort. T'as encore plus débile toi? Oh oui. Celle-là, je sais pas si c'est plus débile, mais je te garde ma pépite pour la fin. Mais en fait, on est aussi quand même sur une blessure à la main. Julien Beneteau, le tennisman français qui a un record. Je crois qu'il a joué 10 finales sans jamais en gagner. Donc ça, c'est très C'est fort. un bon record de tennisman français. Il a fait une vidéo avec la FFL en plus il y a Bah pas longtemps oui. dans le même style. T'es Enfin, obligé pour quand parler t'as de un ça. record pareil. Et la FFL aurait pu aussi l'interviewer sur ça, Ouais. puisque juste avant l'Open d'Australie, tout début d'année, était excité de reprendre la saison, etc. Ouais. Bah lui aussi, c'est lié à de la nourriture. Il était dans un restaurant japonais avec Nicolas Mahut. Et comme moi, apparemment, il sait pas bien utiliser des baguettes et il fait très mal au tendon de la main. En mangeant avec des baguettes? Voilà. Ok, je l'ai pas comme ça, je vois pas parce que J'ai- peut-être parce que je sais utiliser des baguettes. J'ai à pas la peu près. vidéo. J'ai pas la Mais je vidéo. comprends pas. Ouais, ok. Mais ok. on est sur quelqu'un qui a manqué en tout cas de praxi Ouais, sur le moment ouais. et qui Donc entraînez-vous à manger avec des baguettes. voilà. Pour pas, ok. Et Globalement. limite sur la Game Boy. Sinon vous risquez de rater un grand chelem. Ouais. Écoute, ma deuxième, moi, est-ce que tu connais Darius Vassell? Non. Il ne joue pas aux Spurs. Devin, je connais évidemment. Ouais, il joue pas aux Spurs. Darius Vassell, ancien joueur de foot anglais, je pense, mais en tout cas joueur d'Aston Villa.
Et lui, en gros, un jour, il voit qu'il a une sorte de caillot, petite poche de sang, mais pas non plus, voilà, sous le gros doigt de pied. Ah, je sais pas pourquoi je C'est rigole, peut-être pas mais montré. ça sonne très mauvais déjà. Et il se dit, bah, ok, on imagine qu'au début, il doit tenter des méthodes, entre guillemets, logiques. Ouais. Peut-être le fameux coup de la pince à épiler pour aller pincer le truc, ça marche pas. Peut-être, tu sais, l'aiguille que tu penses quand même à chauffer un tout petit peu Bien pour aller sûr. transpercer. Au briquet. Je ne sais pas, Ouais. je ne sais pas vraiment, je n'ai pas tous les détails de ce qu'a fait Darius Vassell avant de décider, Robin, d'y aller à la perceuse. Mais à la perceuse, la baguette d'équerre. C'est pas vrai. Ah si. Oh waouh. Évidemment, ça s'est très mal passé. Bah oui. Il a oui. fini hospitalisé d'urgence et amputé d'une belle partie de l'orteil. Merde, mais il a pu rejouer, etc. Après, Oui, quand oui, même. oui, bah oui. Après, Ouais, juste bon, une il a partie. joué sur les autres pieds. Il avait... Non, mais ils lui ont pas amputé tout l'orteil. C'est une partie, quoi. Oh, waouh. Ah, bah, il s'est fait un trou de perceuse dans le gros orteil. Darius Vassell, donc. Bah, je sais pas si j'ai Génie plus incompris. Ouais, je sais pas si j'ai plus stupide, et j'ai peut-être Ça, là, encore elle est- plus rigolo dans le sens. Ouais. Darren Bernard, ça te dit quelque chose? Non, mais j'aime déjà beaucoup son nom. Darren Bernard, il y a un truc. Un joueur de Barnsley Ouais. qui s'est fait les ligaments croisés. Je te Ok. spoil déjà la blessure. Ouais. Parce qu'il a glissé sur. Il a glissé. Ouais. Mais Ouais. sur quoi? Sur quoi, chef? Sur une flaque d'urine laissée par son petit chiot. Tu m'as eu. Là. Ah non, je sais pas si ligament j'ai besoin de- Je croisé. sais pas si j'ai besoin de développer. Non, tout y est. Voilà. Il y a, Donc, trop de mots-clés dans cette blessure. pensez à nettoyer les déchets de vos C'est animaux. incroyable. Mais même à la maison, Ouais. ça peut faire mal, surtout quand on est un sportif de haut niveau. Manquer une saison à cause de Yuki, c'est un petit souci. Ah, c'est fou. Ouais. J'aimerais bien voir le nom du chien. Peut-être qu'il y a encore une vanne en plus selon le nom du chien, mais bon. Je l'ai pas, En je tout l'ai cas, c'est pas maintenant. Scooby. A priori. Non, bah J'espère. on les a peut-être pas vus au même endroit, mais pas les mêmes genres. Il y en de a pouvoirs. plein dans le genre. Il y a Lionel Letizy qui se baisse après la légende pour ramasser pendant une partie Scrabble une lettre qui se fait le dos. l'avais Il y a déjà des vu, trucs, mais j'en ai gardé moi ma préférée parce qu'elle est à la fois ironique et le mec le prend avec philosophie. Tu connais Steve Marley? Ouais. Ancien joueur de Lyon notamment. Il y a pas Bordeaux, non, Ouais, il y a le pas CS. mal. Il tourne un peu en championnat de France, mais à un moment. Steve Marley, il y a Auxerre aussi, etc. À un moment, bon buteur, ailier, attaquant, tout ça et tout. Et à un moment, il est quelquefois sélectionné en équipe de France, au point que. Alors, il n'est pas au niveau d'être dans le groupe tout le temps, mais il commence à faire son nom. Mhm. Et dans l'Euro 2004, un peu. Je me rappelle plus exactement, mais il n'est pas pris pour être titulaire, mais dans le groupe, il est sélectionné attaquant. D'accord. Quand tu es sélectionné, avant de démarrer, donc tu fais le voyage et tout, tu sais, tu as les accréditations, comme on a parfois les journalistes, avec ta petite photo. La Ouais, vraie accrède, connais bien. en plastique, là, avec les coins, tu vois. Mhm. Trop content, lui, Steve Marley, dans sa chambre d'hôtel, il joue avec l'accréditation qu'il a autour du cou. Tu vois, il tire dessus. Le truc lui revient, paf, le coin dans l'œil. Direct. Et en gros, le coin, donc le document, déchirure de la cornée, pardon, cherchez. Oh. Ouais. Il rate l'euro à cause de ça. De la liste cornet, encore une fois. Ouais. Ouais. Et il rate l'euro. Non, mais du coup, il rate l'euro. Lui, c'est Ah, vraiment. wow. Il a dû se faire opérer, machin. Il a raté l'euro 2004. La seule compétition majeure, à moins que je dise des bêtises, à à laquelle il vérifier, était mais sélectionné. dans laquelle qu'il aurait pu disputer avec le maillot des Bleus et tout, il le rate parce qu'il a tiré comme ça, et la crête est revenue, et bouffe. Et ce qui est encore plus beau, c'est que j'ai trouvé dans mes recherches qu'il l'a pris avec philosophie en disant bah ça montre que les footballeurs font des bêtises en fait un peu comme tout le monde, que machin, et que voilà, c'est comme ça, c'était mon destin. Beau joueur. Ouais, mais Ah oui, c'est dommage. Après, il s'est évité la une crête tête, qui te coûte l'euro, tu vois. il s'est évité une tête d'Angelos Charisteas quelques semaines plus tard. Que d'autres C'est vrai que c'est l'euro remporté par les Grecs. Ouais, en mais 2004. Et la France qui fait n'importe quoi, enfin qui sort très tôt contre la Grèce. justement. Ah, ouais. Ouais, mais désolé Steve, mais Ouais. bien de l'avoir pris comme ça. Donc comme que on disait. des vainqueurs dans ce trophée. Hein. Et Exactement. Lucas en bonne place, mais non mais franchement on en rigole, mais c'est bien que la NBA prenne le truc et qu'il parle, surtout si c'est le futur parquet de LeBron James l'an prochain, Oui. parce que Pépère il se fait des car- sciatiques. Alors avec le truc surélevé, là, le drame était vite arrivé, la NBA va intervenir. Ah, ce serait dommage que son immense carrière de NBA se termine ce genre Ah, quelque chose c'est lié à pas ça. possible. J'espère qu'on redécoupe jamais cet extrait. En parlant de blessures, Oui. gros sujet. Ah le gros sujet de la semaine. Bah vous le voyez, Derrick il s'affiche. Quelle place dans l'histoire, quelle place aux Bulls? Évidemment, on parle de ça en hommage entre guillemets à sa cérémonie qu'il a eue. C'était lundi, non? Ouais, C'était j'ai un doute, non, début de contre semaine. les Celtics. Ouais. C'était en début de semaine. On voit juste ici son numéro retiré. Très émouvant. Il y a eu plein de discours évidemment de ses anciens coéquipiers. Ça rejoint des joueurs assez illustres hein, quand même. Ouais, Pas il y a- tant que ça de maillot retiré aux Bulls, on y reviendra dans ce débat. Hein. Mais c'est une belle petite liste. Par contre, pour être retiré, il faut vraiment avoir fait de grandes choses. Ouais. Il y en a pas beaucoup qui ont fait des grandes choses à Chicago. Je suis le premier à le savoir. Ouais. Mais en tout cas, on a vu cette cérémonie et ça nous a donné envie de
de parler de Derrick Rose. On se dit que c'est peut-être presque la dernière fois qu'on le peut. Enfin, c'est peut-être un peu méchant. Bah, en de tout dire cas, comme sa ça. carrière est bouclée, je dirais, avec le retrait de maillot. Elle a un côté, ça, c'est solennel, mais ça te permet aussi de revenir, c'est ce qu'on s'est dit, sur l'ensemble de Derrick Rose, qui est un joueur assez particulier parce qu'il y a. Moi, je vais commencer par ça, en fait, Robin. Ouais. Est-ce que déjà, pour toi, le maillot retiré, le fait qu'il sera sans doute Hall of Famer, tout ça, tout, tu trouves ça normal? Bah, moi, je sais qu'il y avait des débats autour de son futur accès au Hall of Fame, justement. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas trop. Je pense que. Et c'est pas parce que je suis fan des Bulls, vous allez le voir plus tard dans le débat. Mais oui, je pense qu'il va au Hall of Fame cette année, j'ai noté. On parle des sélectionnés pour le potentiel de Hall of Fame en 2026. C'est Blake Griffin, Jamal Crawford, Brandon Roy et Joe Johnson. Bon, c'est une cuvée faible. Mais si on me dit qu'un de ces gars a sa place devant Derrick Rose, on sera sur un grand désaccord. Oui, pour ce qu'il représente aussi. Évidemment, il a des accomplissements. C'est le plus jeune MVP de l'histoire. Évidemment, c'est la première chose qu'on doit dire quand on pense à lui. Et puis, il y a toute cette belle histoire autour de Chicago. Parce que c'est un gamin de Chicago aussi. Voilà, c'est un gamin de la maison. Il a grandi là-bas. Il a été sélectionné là-bas grâce à un énorme coup de chance, on va l'appeler comme ça, à la loterie. Ah, le truc qui s'appelle la loterie, ouais. Ouais, voilà, où on a 1% de chance d'avoir cette belle histoire, mais elle s'écrit en tout cas. Ouais. Et oui, en fait, surtout son impact générationnel. Je sais qu'un peu plus âgé. Ça, c'est important pour moi. La génération avant moi, on a beaucoup parlé d'Iverson dans ce style-là, qui fait plus de choses dans sa carrière que Derrick Rose. Mais il y a des similitudes. Beaucoup parlé de Kobe, qui était encore plus grand évidemment, mais je sais que moi, dans mes amis, dans les gens de mon âge, il y en a tellement qui m'ont dit j'ai commencé grâce à Derrick Rose. On a tous en souvenir la jaquette de Touquet. Ça, il est générationnel. Il fait revenir les Bulls au sommet. Il y a un maillot, il y a un blaze, il y a un truc. Je viens de dire, c'est presque le premier joueur très réseaux sociaux, dans le sens où c'était un peu les tout débuts, et il y a ces énormes posters. Il y a un peu de Jamorant avant l'heure. Je parle en termes d'highlights, ça c'est début de. Donc pour tout ça, pour tout ce qu'il a apporté, oui, pour moi il est Hall of Famer. Toi t'es d'accord, c'est Hall of Famer si tu me le poses comme ça. Ouais, moi je suis d'accord. Dans les souvenirs, en plus, il y a très vite, effectivement, tu disais des highlights. Moi je voulais revenir aussi sur. Dès le début, en fait, première saison rookie de l'année évidemment, et son premier match rookie, je sais pas si tu te rappelles de ça, Robin. Non, j'étais pas encore arrivé pour être honnête. Donc c'est le premier tour des playoffs 2009, et le premier match, les Bulls jouent les Celtics, série mythique. Son premier match de playoff. Son premier match de playoff, pardon. Okay, oui. Son premier match de playoff, et il joue à Boston, il gagne les Bulls. Okay. Tu sais, c'est une série assez mythique. Je crois que c'est quand Garnett, je crois pas, j'en suis sûr, Garnett est blessé. Il y a c'est les matchs en prolongation, Gordon qui prend feu, et Derrick Rose tout de suite montre qu'en fait les playoffs et tout, t'as l'impression que ce mec tu vas le revoir en playoff au plus haut niveau, parce qu'on oublie trop qu'il y a ça un peu avant la saison. Quand il y a des gens qui disent qu'il n'y a qu'une saison, c'est pas tout à fait vrai. Les playoffs 2009 de Derrick Rose, la série contre les Celtics, tout le monde a retenu son nom. Le premier match, je me rappelle, j'étais devant, 12 sur 19 au tir, 12 sur 12 au lancer, 36 points, 11 passes, etc. C'est l'un des meilleurs premiers matchs de rookie en playoff au Boston Garden. T'es là, genre, wow. Et duel avec Rondo, Ray Allen. Et après, donc, il y a la saison MVP. Je me rappelle d'un match en particulier qui est pour moi le tournant. Alors peut-être que c'est que pour moi, mais je crois pas. Je crois vraiment avoir le sentiment que c'est à ce moment-là qu'il y a, ok, il est très bon, il est peut-être All-Star, All-NBA, machin. Ah, bon, il va être candidat MVP. C'est un match contre les Spurs. En janvier de sa saison 2010-2011 là. D'accord. Où il faut 42 points, c'est son record à l'époque, 8 passes, et vraiment c'est un délire. Parce que les Spurs en plus il y a le côté muraille un peu. Évidemment, ouais. Duncan. Il se balade comme vraiment très peu de monde contre les Spurs. Et c'est là, on se dit qu'il peut être MVP, et ça monte comme ça jusqu'à la blessure en fait. Non, bien sûr. C'est bien aussi de parler de ce qu'il a fait, entre guillemets, autant que de ce qu'il n'a pas fait, parce que souvent on retient presque plus la deuxième partie, malheureusement. C'est vrai ce que tu dis, c'est que Derrick Rose a sans doute plus marqué pour ce qu'il n'a pas été, ce qu'il n'a pas pu être, que ce qu'il a été. Ouais, il a un côté en fait qui le rend encore plus légendaire. C'est pour ça que quand on faisait le débat du Hall of Fame, pour moi ça rentre, il y a un petit côté Mac Miller dans la musique qui Penny Hardaway, Grant Hill, c'est vrai que c'est un what if comme ça, mais on oublie trop qu'il a fait des choses quand même. Oui, non, bien sûr, c'est ça. Mais pour ça, Mac Miller, il avait un gros succès avant, etc. Mac Miller, d'une manière bien plus dramatique, on s'entend dans le tennis, je pense à un Del Potro qui se gagne un grand chelem avant de tomber. Ouais. Mais oui, dans ce qu'il a fait, il y a quand même, t'as raison, plus d'une saison, même quand il revient, il y a une autre... Il y a une autre série de playoffs en 2014-2015, je crois, qui gagne avec les Bulls. D'ailleurs, on avait la photo, non, parce que j'aime bien. Et tu sais, c'est... Ouais. Il se bat contre les blessures. Ouais. C'est en 2015, donc il est revenu de ses blessures. Les Bulls jouent les Cavs et c'est un buzzer beater
vraiment hyper spectaculaire et tout, match de ouf, pour prendre l'avance 2-1 contre les Cavs. C'est ça, il y avait un partout. Et à ce moment-là, pas mal de monde dit mais si ça se trouve ils vont le faire. D'où la quote évidemment exagérée de Reggie Miller, ça dure pas 6-8 ans qui sont les rivaux des Bulls, mais tu sens que certes il y a Indiana, certes il y a d'autres équipes, mais tu as quand même un peu l'impression que si jamais une équipe doit le faire, c'est ces Bulls-là. Ça n'arrivera jamais, mais il y avait un peu ce sentiment. Et puis sur Derrick Rose, moi je trouve qu'il annonce, il est pile c'est un peu le mi-temps de deux époques, c'est un peu... Il y a quelque chose encore des années 90-2000, très fort chez Derrick Rose, un peu à l'ancienne, pas trop sur le 3 points et tout, mais il annonce quand même par sa vitesse et sa façon... Son explosivité, sa façon de jouer le poste de meneur. Tu sens Westbrook qui arrive, tu sens John Wall, tu sens les meneurs modernes. Et là où il était fascinant, je crois que d'ailleurs c'est Popovich qui dit ça, mais ma mémoire là... C'est qu'en fait, il joue à la fois intense comme Westbrook et entre guillemets juste. Et normalement, t'es ou l'un ou l'autre. Je vois l'idée. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne quote quoi, de Popovich. Je sais plus si c'est Popovich, mais j'ai pas réussi à retrouver. Mais je sais que quelqu'un avait dit qu'on n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire qu'il y a l'intensité. Et à l'époque, c'est pas Westbrook, mais il y a une intensité qui ne va pas normalement, enfin qui fait que tu perds des balles, des trucs. Et lui, Derrick Rose arrivait à jouer juste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a coûté en mettant sur chaque dribble, en mettant sur chaque impulsion. Un peu comme Iverson, finalement, toute sa force, toute son énergie, tout son cœur, et ses genoux n'ont pas suivi, quoi. Ouais. Toi, tu l'as encore plus vu jouer que moi. Tu m'as cité Westbrook, etc. Où tu le placerais dans la hiérarchie des meneurs de jeu des années 2010? On peut penser à... hyper dur. Des 2010 à peu près. Ou de son époque. Moi, j'ai listé des Curry, Chris Paul, Westbrook, Tony Parker, Kyrie Irving, Damian Lillard. Bon, Kidd il est plus vieux, Iverson c'est avant, mais Tipeee, Lillard après. En fait, le problème de Derrick Rose, c'est que t'as pas la longévité. Par contre, si on parle que de Prime, déjà il est MVP. Oui. Ils sont pas 50 les meneurs à être MVP. Et il avait un côté décisif, inarrêtable. Encore plus que les autres, tu vois. Bon, il y a Curry qui est évidemment au-dessus. Mais je trouve que Derrick Rose, et c'est pour ça que c'était aussi un crève-cœur sa blessure, il avait l'air destiné à la grandeur. Ouais. Toutes les cases étaient cochées. Je suis de Chicago, je joue aux Bulls. Numéro 1 de draft. Premier match contre les Celtics au Boston Garden. Tu vois, il y avait le livre s'écrivait très bien, quoi. Et puis d'un coup, il y a cette blessure. Et après, l'histoire de Derrick Rose est devenue autre chose et inspirante pour pas mal de monde, il faut le reconnaître, par la résilience, le fait de se battre. Même si Adidas, je trouve, en a fait des caisses et a peut-être même précipité un peu son retour. Et bon, il y avait un truc marketing qui était un peu relou, je trouve, quand même, à cette époque-là. Mais il symbolise aussi ça. Je sais que le match à Minnesota, par exemple, a marqué plein de gens. Exactement, les 50 points à Halloween. Hop, je l'ai juste là. Les 50 points et surtout aussi le compte de la gagne, parce que vraiment ça aussi, ça sortait tout droit écrit d'un livre. Moi, c'est ça qui me marque le plus avec Derrick Rose. C'est justement comme tout a l'air d'être sorti d'un livre. Moi, je pense aussi que cette histoire elle est aussi belle parce que ça se passe à Chicago d'une autre manière. Oui. Je pense qu'il bénéficie de cette franchise. Encore une fois, c'est un fan qui le dit. Qui n'a pas connu grand chose en dehors de Michael Jordan. Quand je dis pas grand chose, je suis poli. Je t'ai fait une stat depuis la fusion avec la ABA en 1976. T'enlèves la période Jordan et t'enlèves la période Rose. Il y a 28 ans, il y a 2 séries de playoffs gagnées. Donc on est vraiment tout en bas. Et en fait, c'est vraiment sur d'autres franchises. Ce genre de stats, ça arrive, mais on s'en ficherait. Mais là, on parle d'un gros marché, on parle d'une grosse ville. Et donc, quand il y a un enfant de la ville qui est venu secouer tout ça et qui est venu apporter, enfin, qui a fait trembler l'œil, tout simplement, j'ai l'impression que ça a pris encore une plus grosse importance. Parce qu'en termes de résultats collectifs, on est obligé de le dire, il y a une finale de conférence, une demi-finale de conf. Ouais, mais il y a un côté épopée. Quand ils sont là en play-off, ils reviennent en 2015. Et puis il y a une équipe, je trouve, surtout. Oui. En fait, Derrick Rose, c'est le leader de cette équipe qui est la plus belle équipe des Bulls depuis celle de Jordan et Pippen. C'est ça. Et puis depuis d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres. Il y a eu 2 mois des DeRozan, Caruso, Vucevic là, il y a 2 ans, 3 ans déjà maintenant. 4 même, je crois. Ouais. Et c'est vrai que ce groupe-là, Thibodeau, Noah, putain, ça pue Chicago. Enfin, il y a un truc. C'est Taj Gibson, je crois, ou c'est peut-être Noah qui dit ça Je me suis tapé les vidéos, les différents trucs là sur Derrick Rose, et qui dit qu'en gros, c'est un peu leur bannière à ce groupe aussi. C'est Luol-Deng. C'est Luol-Deng, ouais. Et c'est vrai, cette équipe, je trouve. Alors, c'est Derrick Rose qui, du coup, en bénéficie un peu, parce que qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas pas retirer un truc pour toute l'équipe. Il y a pas de titre, il y a pas mal. Mais ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui représente cette équipe. Et finalement, c'est le maillot de Derrick Rose. Et tous ses coéquipiers avaient l'air d'être totalement en phase et en paix avec ça, parce que c'est lui. Si lui n'est pas là et n'est pas numéro 1 de draft, j'adore Joachim Noah, j'adore Luol-Deng et tout, mais Joachim Noah, c'est le premier à le dire depuis 10 ans. À chaque fois qu'il peut,
il supporte son ancien coéquipier, tout ça. Et du coup, pour boucler la boucle sur ce sujet, je trouve ça bien qu'il y ait une trace dans l'histoire de cette équipe des Bulls, qui m'a peut-être même plus que Derrick Rose. Il aurait presque fallu trouver quelque chose, mais ça n'existe pas. Et voilà, le retrait de Derrick Rose, pour moi, c'est ça. C'est cette équipe-là des Bulls qui était quand même identitairement forte. Et puis tu l'as dit, pour toute une génération. Il y a beaucoup de gens fans des Bulls aussi à cause de ça, quoi. C'est cette ça. équipe. Ouais. C'est ça. Ce qui n'est pas exactement mon cas. Mais ouais, toi t'es un peu en décalé, tu viens un peu après. Un peu trop tard, vraiment 2 mois avant la scission de cette équipe. Ouais. Mais non, mais en s'y replongeant, c'est sûr que ça apportait quelque chose, mais je me demande justement à quel point c'est pas aussi parce que c'est à Chicago. Parce que si, sans doute, mais ça c'est comme ça, c'est le jeu. C'est ça, mais en tout cas, cette cérémonie, on aime ou pas le joueur ou l'homme pour d'autres parce affaires, forcément. Voilà, y a des choses. Mais en tout cas, sur le moment, si on s'en contente du basketteur pendant la cérémonie, c'était difficile de ne pas avoir petite larme, parce que même lui qui est un gros taiseux, il a parlé longtemps. Il a parlé vraiment, je pense que ça a duré franchement 20-30 minutes son discours. Il sentait qu'il y avait de l'émotion, il parlait à sa famille, c'était vraiment un beau moment. Moi j'ai passé un bon moment en tant que fan des Bulls forcément, mais en tant que fan de NBA tout court. Et vraiment ça fait plaisir de le voir honoré à sa juste valeur, en plus dans un match gagné contre les Celtics sur un game winner de Kevin Huerter qui reprend un peu sa célébration. Oui, la moue là comme ça qu'on a vu. Donc c'était vraiment une belle soirée. Une des rares à Chicago, mais dans la saison un peu morne de Chicago. C'est ça. Robin, je vois, on est déjà à 50 minutes d'émission, j'ai l'impression, ça. Donc je vais te proposer quand même, mais peut-être un peu moins que prévu, un peu de jeu quand même. Un peu de jeu, ok. Oui, un peu de jeu avant de passer à nos dernières rubriques. Tu le sais, Derrick Rose est le plus jeune MVP de régulière de l'histoire. Ouais. Du coup, je t'ai fait quelques trucs comme ça sur les plus jeunes. D'abord en NBA. Est-ce que tu as une idée des 10 plus jeunes vainqueurs du titre, ce que coup-ci n'ont pas de MVP de régulière de l'histoire, en vrac, voir combien tu m'en donnes, de MVP des finales? Non, comme ça, je n'en ai les pas. Indices, Enfin, je dois en avoir, mais. C'est le même mec qui a le record 2 fois. Enfin, c'est-à-dire qu'il est le plus jeune et le deuxième plus jeune, c'est la même personne. Ok. Et c'est contre le même adversaire, les Sixers. Magic Johnson. Ouais, c'est Magic. J'allais arriver dessus, ouais. Magic Johnson. Un peu. T'as Kawhi Larry après. Bird. Kawhi est très jeune. J'avais oublié qu'il a Ah moins oui, de en 23 ans 2014, en 2014. Le suivant, c'est un coéquipier de Kawhi. C'est en 99 contre les Knicks. Tim Duncan, oui, Tim bien sûr. Il Duncan. était en sophomore, ouais. Après, on va pas perdre trop de temps, mais il y a Wade aussi en 2006, 24 ans. Bien sûr. C'est plutôt des joueurs. Il y a des joueurs récents. Il y a Bill Walton. Ouais, avec les Blazers. Dennis Johnson a quasi 25 ans, en 79 quand il est MVP. Tony P a 25 ans et quelques jours. Ok, en 2007. SGA, j'ai été vérifié, avait déjà 26 ans quand même. D'accord. Ensuite, toujours sur ces plus jeunes, est-ce que tu préfères trouver les plus jeunes champions NBA 2, 3, les plus jeunes vainqueurs de la Coupe du Monde de foot, les plus jeunes vainqueurs de la Ligue des Champions ou des tournois du Grand Chelem? Tournoi du Grand Chelem, c'est là où je serai le plus fort, mais je pense. En tout cas. Alors Ouais, allons-y. je me suis Là, avancé un peu vite. plus jeune vainqueur de Roland Garros. Michael Chang. Bien. De Wimbledon, on doit être sur Boris 17 Becker. ans, Michael Chang. Ouais. 17 ans, 3 mois. Boris Becker. Et attends, c'est en féminine à Roland Garros, tu le sais par hasard ou pas? Parce que là, c'est vraiment très jeune. Ingis. Non, elle est connue pour s'être fait agresser sur un terrain de tennis à cause. C'est pas Ingis. Monica Seles. Monica Seles. 16 ans. Oui, pardon. Seles, ouais. Après, tu voulais quel Open tu veux? Non, je pensais à Wimbledon, à Boris Becker, à mon avis, qui doit être 17 là. ans, Ouais, en 85. Féminine, je te le donne, tennis féminin. Mm. Charlotte Dodd, à noter que c'est une anglaise, ça va Ok. revenir. C'est souvent quelqu'un, je t'aide un peu, c'est souvent quelqu'un du pays du tournoi. L'US Open, tu as une idée? Donc c'est un américain, si tu suis la logique. Ouais. Je te donne une date? Ouais, ça peut m'aider. 90. 90. Prodige du tennis, numéro 1, après derrière ça pendant des années. Jim Courier. L'autre. Pete Sampras. Ouais. Ah, ok. Chez les femmes, c'est Tracy Austin. Je t'avoue que j'avais complètement Tracy oublié qu'il était Austin, Tracy Austin. Si. Et il nous reste l'Open d'Australie. Bah là, c'est plus compliqué parce que Ouais. jusqu'aux années 90, il y avait que des Australiens, etc. Donc c'est des C'est gars ça. inconnus. C'est un mec qui s'appelle Ken Rosewall, un Ah, Australien. non, 18 ans. c'est une légende, Ken Rosewall quand même. Mais 18 ans, ouais, moi je l'avais pas. Ok. Et Ingis, c'est Zach Allais, Ingis, à ok. 16 ans et 3 mois. Donc chez les femmes, c'est vraiment très jeune, 16 ans et tout. T'as Villander qui doit être pas loin, Roland Garros, des gars comme ça. Petit bonus, est-ce que tu sais qui est le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de F1? Ouh. C'est en 2016, le Grand Prix d'Espagne. Ah, 2016. Attends, C'est une vraie colle celle-là. c'est pas Verstappen? Si, bien Si. joué. Ouais, T'as une idée de l'âge? Je sais qu'il arrive en F1 à 16 ou 17, Ouais, donc c'est vraiment un 17, prodige. 18. 18 ans. Ouais, c'est ça. Ok, et bah voilà, en foot, pour ceux qui va, parce que il y avait le plus jeune vainqueur de la Coupe du Monde, c'est Pelé. Ok. Je pense que ouais. tu sais, mais ce qui est marrant, c'est que Bien sûr. Mbappé, on a retenu Mbappé à bien sûr, 19 ans évidemment. est dans le top 6. Mhm. Et il y a aussi en français Thierry Henry, c'est la génération d'avant, et Trezeguet qui avait 20 ans en gros. On se rappelle d'eux très jeunes, les yeux dans les bleus, 98 et tout. Très bien. Je t'ai préparé un autre jeu Ok. pour gagner un peu du temps.
Au début, je voulais te faire, tu sais, les fameux machin ou les deux. J'ai commencé à bosser un Derrick Rose, l'inspecteur Derrick ou les deux, compliqué. Derrick Rose ou la panthère rose, tordu. Et en fait, j'ai trouvé encore plus drôle. Un petit quiz sur la draft des Bulls. Oh là là. Oh là là. Ok. Ouais. Allez. C'est moi, j'ai juste à penser au pire joueur des QV. Vous jouez avec nous. Quelques questions, on va aller assez vite. Ouais. Derrick Rose est donc drafté en 1 en 2000, je sais déjà plus, 8 je crois. 2008. Depuis, quel est le plus haut choix des Bulls et qui a été drafté à ce choix par les Bulls. Patrick Williams en 4. Bien joué, en 2020. Ensuite, on va voir si t'enchaînes. Ça commence bien. Les 2 autres joueurs draftés dans le top 10 sont tous les deux draftés en 7ème position. Est-ce que tu les as? Moi j'en ai 3. Ah non, oui, d'accord. Il y a Wendell Carter et Kobe White. Ouais, coup sur coup 2018-19. Il y a aussi Lauri Markkanen qui est dans l'échange avec Jimmy Butler qui est aussi drafté en 7. On l'a eu 3 ans de suite. C'est vrai. Ouais. Alors, on va revenir à la draft de 2008 de Derrick Rose. Tu sais que ça c'est vraiment très dur celle-là, mais si tu l'as, respect. Il draft un autre joueur à cette draft en 39ème position. Est-ce que tu as une idée de qui c'est? Non, je l'ai pas là. Sonny Weems. Voilà. non, Par contre, un peu plus facile, la draft suivante. Ouais. 2 joueurs ont été draftés en 16 et 26. 2009, donc c'est... Il y en a un qui aime la bagarre. Ok. Mais qui n'a pas marqué, je te le donne, c'est James Johnson. James Johnson, ok. Ouais. Non, et l'autre, coéquipier pendant des années de Derrick Rose, drafté en 26 et tout, et homme de l'ombre de Thibodeau de ouf. Soldat et tout. Ouais, c'est Taj Gibson. Ouais. On continue. Lors de la draft 2010, tu vois, je te fais un peu d'ordre. Kevin Serafin, j'avais oublié ça, drafté par les Bulls en 17, il est envoyé à Washington contre les droits de Vladimir Veremenko qui a jamais joué en NBA, mais il y a un autre joueur qui part avec lui aux Wizards. Un mec emblématique des Bulls. Kirk Henrich. Ouais. Bravo. On a jarté Kirk Henrich pour des droits d'un mec qu'on connaît pas. En 2010. Waouh, en plus, draft 2011. Légendes, c'est bien. La draft 2011, elle est en 30. Elle est un peu un mec qui est devenu très fort, Jimmy Butler. Par contre, ce que j'avais oublié, c'est qu'un autre mec est drafté par les Bulls avant lui, envoyé aux Wolves, puis à Miami où il sera meneur avec LeBron et compagnie. Chalmers. Norris Cole. Norris Cole, drafté avant Jimmy Butler. Je t'en fais encore 2-3 vite fait. Draft 2014. Vous êtes quand même des champions. Vous draftez Nurkic en 16 et Gary Harris en 19. Qu'est-ce que vous faites avec les deux joueurs? Dans les transferts, j'imagine. Ouais, contre qui? Je sais pas. Je crois que c'est le pick de Denver, logiquement. Ok, je suis effrayé, vas-y. Je sais pas. Doug McDermott. D'accord. Ok. D'accord, ouais, c'est peur. Ensuite, pour finir, Robin, ça vous va encore un tout petit peu? Un dernier ou deux ouais. Marquant. Classe-moi, je vais te donner 4 joueurs, il faut les drafter du plus au moins haut. Ok. Bobby Portis, draft 2015, Denzel Valentine, draft 2016, Jalen Terry, draft 2022, Matas Bouzelis, 2024 et Noah Essenge, draft 2025. Alors, on a le plus haut drafté là-dedans. Bouzelis en 11, Essenge en 12. Rappelle-moi les autres. Attends, non, c'est bon. On doit avoir Bobby Portis vers 15. 22. Ah oui, 22. C'est le plus bas des... oui, ok, attends, parce que je sais que Valentine c'est sur 16. C'est 14. Et Jalen Terry 18. Complètement oublié Jalen Terry. Ah bah ça. Et pour conclure ce jeu, qui est drafté le plus haut entre Daniel Gafford et Ayo Dosunmu, que vous draftez tous les deux? C'est Daniel Gafford en 31 et Dosunmu 38, un truc comme ça. Ah, 32. T'es bon, mais tous les deux en 38. Ah ouais. Et donc la conclusion de ce jeu, c'est que vous draftez mieux au deuxième tour. c'est ça. Bah, donnez-nous tous les deuxièmes tours de la ligue là avant la trade deadline. Écoute, non mais les deux en 38, c'est deux vraies belles pioches. Ouais. Je me rappelle notamment des débuts de Gafford à Chicago, c'était impressionnant très vite. Ah oui, on le voulait pas mal devant Wendell Carter Jr. Mais comme tu dis, on va enchaîner tranquillement avec la météo des Français. Allez. La météo des franchises. Et en parlant de bonnes pioches, on a un gars encore drafté au second tour qui s'impose en NBA, vous l'avez tous, Moussa Diabaté. On parle surtout de son match incroyable contre les Grizzlies. 18 points, 19 rebonds, mais au début c'était 21 à la fin du match. La NBA lui en a sucré 2. Je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, voilà. Comme ça, c'est gratuit. Voilà. Il y a une taxe. Il y a 9 rebonds offensifs, 8 sur 9 au tiers. Et puis surtout, le premier 3 points de sa carrière aux Hornets, il en avait déjà mis un avec les Clippers. Ça c'est pas mal parce que je peux prolonger le bras de Moussa. Ouais, bah de toute façon il prend le rebond offensif au-dessus de moi, comme à chaque fois. Là il t'a box out et tout est mal là. Mais je parlais déjà d'Eric Collins, la séquence si vous l'avez pas vue où il met un 3 points. Derrière, il fait une interception et il va dunker. Eric Collins, il part complètement en tapenade et derrière, t'as tout le banc. Je sais pas où il l'appelle Boost, gueule et tout. T'as tout le banc qui est comme des fous et c'est un peu c'est le coach dont Charles Lee, pardon, ça m'échappait, qui confirme un petit peu en disant que tout le groupe se réunit autour de lui et que c'est un honneur de le coacher. Donc tout va bien pour Moussa. Ah bah plein soleil. Par contre, je me permets, c'est un peu différent.
Même si ça va, hein, mais pour Ryan Rupert. Ryan Rupert, Ryan Rupert, on a aussi un match un petit peu référence contre les Wizards où en 19 minutes il met 10 points, 6 rebonds et 5 interceptions. Et c'est des interceptions, la plupart, c'est Bob Carrington qui remonte le ballon et il l'étouffe, il fait une pression tout terrain assez incroyable. Alors pourquoi il est en nuageux? C'est parce qu'il y a aussi 2 matchs de suite à 0 points contre le Heat et les Raptors. Et surtout qu'en fait on est vraiment dans les semaines les plus importantes de sa carrière, Ryan Rupert, il me semble, selon moi. Tout simplement parce que l'effectif des Blazers est plein à l'heure actuelle, sauf qu'on a 2 two-way contracts qui cartonnent totalement, qui s'appellent Sidi Sissoko et Caleb Love, qui sont tous les deux autour des 45 matchs, et un two-way player n'a pas le droit d'en jouer plus de 50 sans contrat garanti. Donc vous voyez venir, il va y avoir 2 mecs virés chez les Blazers. Et puis je me permets d'ajouter ça, mais petit avantage entre guillemets Caleb Love, pote et chouchou de Lillard. C'est ça, peut protéger Lillard, donc bon. Et au-delà de ça, Caleb Love, 6ème du dernier rookie ladder, il me semble. Et si jamais Lillard a son mot à dire... bon. Non mais les deux vont être signés, c'est presque une certitude. J'ai noté d'autres noms qui pourraient se faire virer au lieu de Ryan, évidemment, parce que Ryan montre quand même des belles choses. C'est Diop Reef, Matisse Thybulle ou encore Blake Weasley. Et je pense qu'il est en train de faire ce qu'il faut pour rester dans l'effectif, mais c'est pour ça que je parle de semaine importante, c'est que là, s'il se fait virer, est-ce qu'il se fait récupérer par une autre franchise? Ah, la Ligue l'a vu là. Tu penses qu'il l'a vu suffisamment? Je pense. C'est tout ce qu'on lui souhaite, et en tout cas, faut faire d'autres matchs comme ce qu'il a fait contre les Wizards pour être en plein soleil une prochaine fois. Par contre, je me permets, petite déception, d'où l'averse. Alors, c'est pas vraiment parce que son niveau a baissé, même si du coup, avec le retour de Sabonis, il est sur le banc, et puis l'émergence aussi de l'autre intérieur, un peu Hawkins, Caldwell et tout, qui prend du temps de jeu, qui est quand même très intense. Maxime joue toujours, il est toujours dans la rotation. Non, là, on l'a mis, pardon, Robin, en averse, en temps un peu londonien. Là, on est encore pire qu'à Paris, tu vois. Il flotte au-dessus de Maxime. Pourquoi? Parce que, quand même, petite déception de sa non-sélection, on en parlait en début d'émission, ça nous permet de boucler, au Rising Star. Ouais. J'aurais adoré le voir un peu, ça m'aurait fait peut-être une raison de regarder le All-Star Game ou quelque chose sur le All-Star Game, tu vois. Voilà, et donc petite déception. Après, ça arrive, les places sont chères, mais petit paradoxe souligné notamment par Ben, par exemple sur nos réseaux, etc. Il est quand même là depuis 2-3 mois dans le rookie ladder, dans les 10, 6e et tout. Donc tu te dis, normalement, dans les. Je sais plus combien de sections de rookie exactement, mais. 10. Justement, il y a Caleb Love en 6 et Maxime Renaud en 7. Et les deux ont été snobés au bénéfice de mecs comme Colin Murray-Boyles, etc. qui font des très bonnes saisons. Hein, c'est pas le sujet, mais c'est sûr qu'on est très déçus qu'il y soit pas et que ça paraît presque un peu injuste, quoi, quand même. Sur les 2 dernières semaines, c'est un peu moins injuste, oui, enfin voilà, c'est comme ça. Et en même temps, quand tu vois les idées, non, il faut faire. Alors, moi j'aurais choisi Maxime, évidemment, mais est-ce que je suis objectif? Non. Mais le choix, c'est dur quand même. C'est là que tu vois les Rising Stars, c'est dur. Ok. C'est intense. C'est intense. On peut noter quand même qu'il a aussi dans la pluie, il n'a pas fait de double-double depuis 1 mois là, donc c'est vrai, on espère qu'il va vite récupérer. Non, mais les stats baissent un peu, mais le temps de jeu baisse un peu aussi. Mais le rôle est toujours le même, pivot, run to run. Donc Christy a encore réaffirmé que les progrès sont constants, qu'il comprend de mieux en mieux le jeu, toujours à chaque match, etc. Il n'y a pas de problème. Et pour finir cette émission, on va passer sur l'instant hot take, évidemment. Et c'est le moment de féliciter Simon. Vainqueur. Quand même. T'es pas passé loin. Non, mais moi c'était il y a 2-3 semaines quand on avait fait un pilote, mais qu'on ne vous a pas montré. Oui, j'avais une take qui a failli passer cette semaine. Non, le Zion, il n'a pas bougé du tout. Mais Giannis. Alors, il n'a pas tout à fait dit qu'il aimait, voilà, mais on a pas Miami c'était joli, tout ça. Ouais, même si elles sortent un peu dans la presse. Mais par contre, il a dit qu'après avoir dit qu'il ne partirait jamais, que je sais pas quoi, que il chercherait bien une nouvelle maison. He's ready for a new home. J'adore les wordings des Ricains. Shams d'ailleurs qui en fait pas mal là, je trouve, sur le dossier de Giannis, parce qu'il fait un article comme ça où en fait il n'y a pas grand chose. Enfin, tu sais pas. Au début, je me suis dit, waouh, un peu Shams bombe. Genre, Giannis va partir. Puis en fait, tu vois l'article, tu vois les trucs, tu dis, un peu de surenchère, mais c'est en gros, un trade commence à être. Enfin, en gros, Milwaukee écoute des offres de trade, allez-y, faites vos trucs, et puis faites vos spéculations sur internet. Et on y va, on régale. Mais bon, quand même. Bah déjà au début, la hot take est validée. Elle est validée, il n'y a aucun doute. Mais au début, c'est vrai qu'il y avait dans le premier tweet, ils disent qu'il est ready for a new home avant la trade deadline, excusez-moi. Et deuxième tweet, or this summer. Ouais, voilà. Donc vraiment, urgent, Giannis va partir. Au pire, cet été. mais oui, bravo. Toi, tu le vois partir quand? Là, jeudi? Ça paraît short quand même. Ouais, j'ai l'impression que ce sera cet été, mais je peux me tromper. Ça paraît short. Mais peut-être qu'une équipe justement va essayer de dégainer hyper vite et de lâcher une offre folle, je sais pas. On lui souhaite, mais c'est marrant que tu me lances là-dessus parce que moi ma take elle est un
peu lié, pas au Kaganis, mais on a la trade deadline qui sera ce jeudi, commentée ici même par Rendez-vous jeudi. Simon, 19h, Bastien et Alex. Rendez-vous 19h, je crois. Je ne sais plus, mais on Peut-être sera là et si. ce sera communiqué sur nos Ouais. réseaux. En tout cas, on va la vivre ensemble, ça va être Et nous, génial. le lendemain, on pourra débriefer encore un peu tout ça. Exactement. Ce sera le 3e épisode du Week Pass. Et donc, t'as Octec, Robin, pardon. Ça sera parfait. Bah justement, j'ai sélectionné 7 noms en amont de cette trade deadline pour faire un petit tour. Et je considère que la take pass, s'il y en a 4 qui sont bons. Ah, d'accord. D'accord. Ah, 4 sur 7. Oui, la moyenne plus 1, je comprends. Voilà. D'accord. J'ai C'est pas mal. le nom de 4 mecs qui, je pense, vont partir et 3 qui, je pense, vont rester. Et c'est pas forcément toujours ce qui est le plus attendu. D'accord. On a sur Karl Anthony Towns. Ça part. Ça part. Ouh. Je pense que c'est un des gros noms. Là. Je le tente, je sais que les Knicks vont un peu mieux, etc. Non, mais il a l'air saoulé d'être passer. dans les rumeurs de trade tout le temps en plus. Il y a peut-être un truc cassé entre lui et le Il est reste. énervé, peut-être. il est énervé Ouais, contre le peut-être. management, on l'a lu cette semaine, je le tente. Ok. Jaden Ivey, petite adaptation des Pistons qui veulent vraiment aller choper Ok. la finale NBA cette saison. Mhm. Je pense que même s'il est blessé, donc je suis beaucoup moins sûr pour celui-là, mais Jalen Green, je me dis pourquoi pas, parce qu'on voit que ça marche sans lui. Est-ce qu'ils vont direct choper d'autres Ça, gars c'est et développer les Colin Gillespie, etc., qui carbure. Ok. Et enfin, dernier départ, en plus c'est un lien avec Maxime Reynaud, Domantas Sabonis. Ouais. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps et Voilà. on n'a Ça pas parle entendu beaucoup de tellement. Toronto. Ouais. ça parle- ouais. Il y a quand même des rumeurs du coup. Ouais, après il y a le contrat de Potel qui est un peu chiant à récupérer, mais pourquoi pas. En plus, il y a, je crois que Scott Perry qui est le GM, enfin je crois pas, Scott Perry qui est le GM des Kings actuels, c'est lui qui était le GM des Knicks quand il draft Barrett. Ouais. Barrett pourrait être dans le trade. Bon, Ok. ça s'aligne un peu. On verra. Et mes 3 gars qui partent alors qu'ils sont quand même annoncés sur le départ, je l'ai dit un peu par la semaine dernière d'une autre manière, mais je pense que Ja Morant il bouge pas non plus dès maintenant. Ouais. Je le tente. Ok. Et pour troller mes Bulls jusqu'au bout, en plus on a beaucoup parlé pendant cette émission, Vucevic et Kobe White ne partent pas finalement. Immobilisme du management. Ce serait très Et moi drôle. qui me, je vais pas dire cette phrase, mais qui sera très énervé pardon, sur les réseaux jeudi. Voilà, donc je résume très rapidement. Départ Ok. de Towns, Ivy, Green et Sabonis et maintien de Vucevic, Kobe White et Ja Morant. Ok. À toi. À moi. Eh ben écoute, je vais faire simple dans cette hot text. Ok. Je sais pas qui, je sais pas, mais pour la semaine prochaine, avant la trade deadline, il y a une bombe. Je ne dis pas qu'il y a un Lucas ou un truc, mais il y a une bombe mardi ou mercredi, un truc un peu inattendu. Avec Towns, tu me fais. Je sais pas, j'arrive pas à voir qui, mais je pense qu'on est entre guillemets obligé de réagir à chaud à un transfert en fait avant la trade deadline. Réagir à chaud, J'ose ça veut dire, espérer que ce soit Giannis. C'est assez Mais- gros pour qu'il y ait un apéro, etc. C'est là qu'il y a. Ouais, qui est genre. J'essaie de tirer, ouais, genre vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Il y a. Un LNBA, un gars de ce calibre. Oui. Il y a Ja Morant qui est envoyé, tu vois. Allez, Ok. Ja, traite de Ja, on y va, on arrête. Trade de tout. Ja mardi, Traite de mercredi. Ja avant la trade deadline. Ok. Un truc comme ça, peut-être. J'aimerais bien croire en Giannis là, avec Miami qui pousse pour l'avoir maintenant, qui file tout, mais j'ai l'impression qu'il reste pas assez de temps pour faire le. Enfin, que c'est très condensé là pour faire le trade de Giannis. Mais on sait pas depuis combien de temps en vrai il travaille. Donc bref, ma hot take, il y a un gros trade avant la trade deadline qui fait réagir tout le monde, Internet, tout ça, toute la commu et tout, avant jeudi 19h. Et bien, vu nos débuts sur le take, rendez-vous mardi pour le trade de Diamant et de Giannis Antetokounmpo. Comme ça, j'ai tort et t'as raison. et on sera tous très heureux. Bah oui. Et ben, on va vous remercier une deuxième fois. Ouais, on espère que Simplement. ce deuxième épisode vous a plu, que voilà, n'hésitez pas toujours à faire vos suggestions, vos retours, vos critiques. Encore Vous une voyez fois. bien, on jauge encore un peu le format. Bien sûr. On essaye de tourner autour de l'heure. Bon, là, on a un petit peu débordé, mais il y a beaucoup de séquences et tout, donc on prend aussi le temps et puis de jouer et tout. Mais en tout cas, moi, c'est un vrai plaisir de mettre en place ça avec toi, Robin, Bah, c'est un vrai bonheur pour moi aussi. de revenir comme ça sur l'actu. On espère que pour vous aussi. On se retrouve à la deadline et puis surtout, et puis de nouveau au Big Pass, déjà, ce sera déjà le numéro 3. Ça va aller à une vitesse, ça, tu vois, Robin, je t'ai prévenu. Le hashtag là dans le titre, il va grossir rapidement. Oh là là. Donc ouais, merci à tous. À très vite pour sur Trash Talk, sur tous les réseaux. Et on vous fait un gros bisou Des à la gros semaine bisous, prochaine. passez une bonne semaine et puis on se voit vendredi prochain. Gros bisous. Bye bye.